Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous avec l'Ordre des avocats de Toulon. Aujourd'hui, nous allons évoquer comme thématique la perte du patrimoine immobilier, les ventes aux enchères, les saisies immobilières, avec nos deux avocats du barreau de Toulon. Je présente tout d'abord Maître Frédéric Pesson. Bonjour. Maître Frédéric Pesson et Maître Philippe Barbier, Bonjour. présent également. Alors Maître Philippe Barbier, vous le verrez, il est avocat au barreau de Toulon, Eurojuris. Alors qu'est-ce que Eurojuris? Eurojuris, ça s'appelait antérieurement Interjuris. Vous nous éclairez beaucoup et là. puis, nous, c'est un réseau d'avocats, d'huissiers, de notaires C'est un réseau. qui a essaimé sur toute l'Europe et Voilà. à l'étranger, aux États-Unis, etc. J'allais vous poser la question, le lien avec l'Europe. Voilà. C'est ça, Voilà. hein, donc c'est sur toute l'Europe. Nous allons donc évoquer la thématique que j'ai précitée, hein, avec des questions qui sont arrivées sur questions au singulier ou au pluriel, @info83.fr. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous aussi, concernant le juridique, vous pouvez les poser et nous traiterons bien évidemment le sujet en question avec les avocats du barreau de Toulon. C'est Maître Frédéric Pesson qui va répondre à la première question. Quels sont les différents types de ventes aux enchères, Maître Frédéric Pesson? Alors, il existe 4 hypothèses de vente aux enchères. Rien que ça. Ouais, rien que ça. La première, c'est la plus classique, celle qu'on va rencontrer dans 80% des cas, c'est la saisie immobilière, celle qui va être l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle un créancier, qui va être porteur d'un titre exécutoire, par exemple un jugement, un arrêt de condamnation, va engager contre son débiteur une saisie afin de vendre aux enchères son bien et donc de se payer de sa créance. Voilà l'objectif de la saisie immobilière qui est, comme je vous l'indiquais, 80% des ventes aux enchères que l'on rencontre dans nos tribunaux. Il faut savoir également que cette saisie immobilière va être engagée dans la majorité des cas par des établissements bancaires qui ont procédé à des prêts hypothécaires pour financer l'acquisition d'un bien On dit immobilier. la majorité, c'est 99,9%. Voilà, à peu près. Il reste souvent des syndicats de copropriétaires pour des paiements de charges qui n'ont pas été réglés par les différents copropriétaires, mais voilà, ce n'est pas la majorité. Ça, c'est ce que vous rencontrez dans les saisies Alors immobilières. ça, c'est un. Ensuite, Ça, c'est un. Deux, Deux. c'est une situation qu'on rencontre assez souvent, qui sont les licitations. alors, Les licitations partage, c'est des ventes aux enchères, mais dans le cadre d'une succession ou dans le cadre d'un divorce. C'est-à-dire que le bien ne va appartenir non pas à une seule personne, mais va appartenir à plusieurs, et l'une d'entre elles, par exemple, ne va pas vouloir vendre ce bien. Elle ne va pas accepter de vendre chez un notaire, et donc il va bien falloir trouver une solution pour sortir de cette indivision. La situation la plus classique, c'est la situation d'une succession ou d'un divorce, comme je vous le disais. donc on laisse pourrir la situation et ça part aux enchères. On laisse pourrir la situation et après une procédure un peu longue, il y a une vente aux enchères qui se fait et on sort de cette Cette indivision. situation qui est bloquée. Voilà. Troisième situation, c'est une situation aussi désagréable, celle-ci. C'est la vente qui va être faite par un mandataire liquidateur. Un mandataire liquidateur, c'est une personne qui gère les biens d'une entreprise ou d'une personne qui est en liquidation judiciaire et qui va donc pouvoir vendre aux enchères ce bien lorsque il existe un bien immobilier dans le patrimoine de cette personne. Voilà la troisième possibilité. La quatrième étant une situation qui est beaucoup moins rencontrée, qui est celle d'une succession vacante. Lorsqu'il n'y a plus de propriétaire à un bien, c'est l'État qui en devient le propriétaire et qui va pouvoir vendre aux enchères ce bien. Donc vous allez rencontrer ces 4 situations. Et ce qu'il faut savoir pour les gens qui vous regardent, c'est que les mises à prix sont très importantes. Dans une vente aux enchères, Oui. sur ces immobilières, les mises à prix sont fixes et définitives. Et elles sont inférieures au prix, à la valeur du bien généralement. Ah oui, toujours pour pouvoir attirer les gens Qui qui fait sont les intéressés. estimations? Les banques, souvent, le plus souvent. Le juge, quand on est dans une licitation. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer, le juge, sur un rapport d'expertise qui va lui indiquer une valeur du bien et la banque sur une idée de la valeur de ce bien par rapport à la créance qu'ils ont. D'accord. Voilà. Et les Si- espoirs si- qu'ils vont pouvoir en Si retrouver. sur un bien à 300 000 euros, la banque veut récupérer 50 000 euros, elle le met à 50 000 euros et ça suffit. Elle peut le mettre à 50 Et 000 elle euros. met en même temps dans l'embarras, justement. Non, pas du tout. Elle met personne dans l'embarras, puisque ça sera, sera déjà comme dans vous le l'embarras. décrira Maître Barbier tout à l'heure, dans D'accord. le cadre des enchères, celui qui achètera au plus haut le prix. Parfait. Maître Barbier, justement, le déroulement schématique d'une procédure de saisie immobilière avec vous. On va dire qu'il y a 6 étapes. Je vais Allez. essayer de pas Qui dit en mieux? oublier et en même temps d'être rapide.
Première étape, le commandement. C'est la première visite de l'huissier qui délivre un commandement avec un décompte représentant naturellement ce Ça, qui est c'est dû quand par le toutes par les le débiteur. négociations, par exemple, Voilà, avec le on créancier. est déjà passé par Voilà. la phase précontentieuse, les mises en demeure, la notification de déchéance du terme lorsqu'il s'agit d'un prêt, ou bien on est passé par une phase d'obtention de titre par le créancier et donc de condamnation dans un jugement ou un arrêt à payer une certaine somme. Donc l'huissier vient, signifie ce commandement et repart. Mais il va revenir. Pour la deuxième étape, c'est le procès-verbal descriptif. Là, c'est un peu plus violent, entre guillemets, puisqu'il va pénétrer dans les lieux et décrire et prendre des photos de l'ensemble du bien qui fait l'objet de la saisie. Et puis, il va repartir. Naturellement, si le débiteur saisi lui refuse l'accès, il obtiendra le concours de la force publique. Ça ne sert à rien de refuser l'accès à l'huissier pour faire son procès-verbal descriptif. Et le commandement va être publié, c'est la troisième étape, au fichier immobilier qui est tenu par le service de la publicité foncière, qu'on appelait avant la conservation des hypothèques. Et va venir l'assignation qui va être délivrée saisissant le juge de l'exécution en vue d'une audience d'orientation. Et ça, c'est la clé de la nouvelle procédure. Depuis 2006, la procédure de saisie immobilière a été réformée. Et c'est le moment où le débiteur, le créancier et le juge vont se trouver en présence si naturellement le débiteur Pour trouver une solution. veut venir. Pour trouver une solution. C'est vraiment une audience d'orientation. Et l'orientation, c'est ou vente forcée ou vente amiable. Il n'y a pas d'autre solution que la cela. question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'on a la possibilité soi-même de vendre son bien. Absolument. Alors on l'a naturellement dans la phase précontentieuse, ça pose pas de problème. Une fois que le commandement a été signifié et publié, c'est bloqué. La vente ne peut se faire qu'avec l'autorisation du juge de l'exécution immobilière. Donc cette audience d'orientation, c'est vraiment le pilier de la procédure, et c'est là que le débiteur va pouvoir se présenter. Et on a voulu même qu'il puisse former sa demande seul. Pour tout le reste, il faut un avocat inscrit au barreau dans lequel se déroule, du tribunal dans lequel se déroule la vente. Mais là, le débiteur peut venir en personne dire « Ah ben, halte là, moi je voudrais être autorisé à vendre à l'amiable ». Alors, naturellement, il faut qu'il justifie des démarches qu'il a entreprises pour parvenir à cette vente amiable dont il sollicite l'autorisation. Il bénéficie de combien de temps? Parce que je pense qu'il y a une durée, il y a un laps de temps qui lui est accordé. Le juge va mettre son dossier en délibéré sur cette demande d'autorisation de vente amiable. Très, très habituellement, le créancier ne s'oppose pas et s'en rapporte à la sagesse du juge. La seule question qui va se poser, c'est de savoir quel est le prix plancher en dessous duquel on ne va pas admettre que la vente amiable se produise. Ça n'est pas fixé en fonction de la créance du créancier, c'est fixé simplement en fonction des conditions du marché. Rendant son jugement, le juge va pouvoir donner un délai de 4 mois maximum pour réaliser cette vente amiable et pourra, lorsque l'affaire reviendra devant lui pour constater la réalisation, proroger ce délai d'un nouveau de 3 mois si il apparaît qu'un compromis a été signé mais que pour des raisons X, on n'a pas pu réitérer la vente effectivement devant notaire. Ensuite, c'est la vente judiciaire. Et alors ensuite, naturellement, si la vente amiable a échoué, le juge ne peut que ordonner la vente aux enchères classique, vente forcée. Alors, on a certainement les moyens d'éviter ces ventes aux enchères, Maître Pesson. Comment éviter la vente aux enchères de ces biens? Alors, il faut distinguer l'arrêt de la vente, l'arrêt de la procédure de saisie immobilière définitif d'avec la simple suspension, d'avec le simple retard qu'on va pouvoir apporter à la procédure. Le plus simple pour éviter une saisie immobilière, c'est de payer son créancier, malheureusement, si j'ose dire. Il faut s'acquitter des sommes qui sont dues. Il n'y a pas d'autre moyen réel d'éviter une procédure de saisie immobilière. Ou de procéder à la vente soi-même. Voilà, alors à partir de là, vous avez la possibilité de vous refinancer auprès d'une autre banque, si c'est une banque qui engage une procédure de saisie immobilière, avec une petite difficulté quand même, c'est que lorsque vous êtes soumis à une procédure de saisie, vous êtes inscrit au fichier des incidents de paiement. Et donc, pour trouver une autre banque, ça va être assez compliqué. Donc ça, mais vous pouvez avoir des prêts familiaux, vous pouvez avoir... Voilà. C'est la solution qui est la plus souhaitable pour le débiteur. Ensuite,
il y a d'autres moyens d'éviter une vente judiciaire. Maître Barbier vient de vous le rappeler. Dans le cadre de la saisie immobilière, vous avez cette fameuse audience d'orientation qui va permettre au juge soit d'aller vers la vente judiciaire, soit d'aller dans la vente amiable. Donc vous avez cette possibilité d'éviter la vente judiciaire en allant vers la vente amiable. C'est une vente volontaire qui va se faire chez un notaire, mais c'est une vente volontaire qui va être au sein de la procédure de saisie immobilière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas livré vous n'êtes pas dans la nature, vous ne promenez pas dans la nature, vous êtes contraint par les délais de la procédure de saisie immobilière. Et dans ce cas, le juge va prévoir un timing, si j'ose dire, pour réaliser cette vente. Si vous respectez ce timing, la vente amiable se fera et vous pourrez donc éviter une vente aux enchères qui est aléatoire quant au prix d'adjudication qui va pouvoir en être tiré, puisque au moins dans une vente amiable, vous savez quel est le prix qui va en ressortir. Vous avez aussi, à côté de cette vente amiable qui vous est permis et autorisée par le juge, vous avez toujours à cette fameuse audience d'orientation qui est une audience clé, toujours avec un avocat, vous avez la possibilité de demander des délais de grâce. Délai de grâce, c'est pas souvent accordé, alors que la vente amiable, comme on vous le disait, est accordée quasiment parce qu'il faut le justifier, cette demande de délai de grâce. Alors vous pouvez le justifier, par exemple, en expliquant que vous avez un bien immobilier autre ou un fonds de commerce que vous êtes en train de vendre et qui va vous permettre de régler votre créance. Renflouer, ouais. Voilà. Et ça, le juge, si vous lui apportez des preuves sensibles, tangibles de cette possibilité de vente, eh bien, il va vous accorder les délais pour vous permettre de réaliser ce bien et de payer votre créancier. On en revient toujours à payer le créancier. Vous avez, oui, c'est ce qui est le mieux. C'est une logique implacable. C'est le but de la saisie immobilière. Vous avez aussi une possibilité qui est quand même un peu plus aléatoire, c'est celle qui est de contester la saisie immobilière, de contester le bien fondé de la créance du poursuivant, ce qu'on appelle le créancier poursuivant. Vous avez diverses possibilités de le faire. Toujours ça se fait à l'audience d'orientation. Et aussi avec le ministère d'un avocat, puisque la procédure est très complexe. Et là, à partir du moment où on fait ce que l'on appelle des recours ou une contestation, ouais. Combien de temps cela dure ? Le temps judiciaire, on va dire, n'est pas le même que le temps... on peut gagner beaucoup de temps. Oui, on peut gagner du temps. C'est pas un temps gratuit. Hein. Non. Bon. Parce que les intérêts continuent à courir et les frais également. Intérêts et frais s'accumulent. Donc il ne faut pas trop perdre de temps. D'accord. Voilà. Donc vous avez cette possibilité de contester la saisie en invoquant la prescription biennale. J'en dirai peut-être quelques mots plus tard. Voilà, vous avez des possibilités de contester et d'obtenir l'annulation de la procédure. Alors je ne veux pas décevoir les gens, mais c'est vrai que c'est assez rare. Ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, hein, c'est des décisions qui sont très, très, très peu fréquentes. Et enfin, vous avez la dernière qui est tout simplement le surendettement. Le surendettement qui va vous permettre immédiatement après la décision de recevabilité d'interrompre la procédure de saisie. Mais le surendettement... C'est-à-dire de se déclarer auprès de la Banque de France surendetté. Et ça stoppe la procédure. À la décision de recevabilité, ça ne la stoppe pas. Ça suspend la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'établissement d'un plan par la Banque de France. Voilà. Ça vous permet de gagner du temps avec les inconvénients du gain de temps sur les intérêts et sur les frais. Je vais me tourner vers Maître Philippe Barbier. Lorsqu'on est chef d'entreprise, peut-on rendre son bien immobilier insaisissable ? Auparavant, il fallait déclarer cette insaisissabilité. La loi nouvelle, c'est l'article L526-1 du Code de commerce, a introduit une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Donc, ce n'est pas dans l'actif de sa liquidation judiciaire si elle intervient. S'il veut mettre d'autres biens à l'abri, alors il faut qu'il fasse une déclaration d'insaisissabilité devant notaire. Cette déclaration d'insaisissabilité est publiée au fichier immobilier. Donc je pensais que ça dépendait du statut de l'entreprise.
Et aussi, et ça c'est l'autre possibilité, vous anticipez, en réalité, mais non, mais c'est très bien. Donc il fait cette déclaration d'insaisissabilité publiée au fichier immobilier et aussi dans un journal d'annonce légale pour informer ses créanciers éventuels de la problématique de ces déclarations. C'est que ça n'affecte pas le sort des créanciers antérieurs à la déclaration. De la même façon d'ailleurs pour le bien immobilier, s'il a été financé par une banque avant que l'activité professionnelle ne démarre, eh bien cette banque pourra le poursuivre. Et puis il y a l'EURL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui elle protège effectivement, mais toujours la résidence principale et les autres biens qui ne sont pas affectés à l'exploitation. Tout ce qui est affecté à l'exploitation est englobé dans l'actif et donc dans le redressement ou la liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel. Mais tout le reste est à l'abri. Moi, ce que j'aurais retenu, c'est que prenez vos précautions, chef d'entreprise, protégez vos biens, on va dire, avant de créer votre... Mais les exigences bancaires sont là pour dire, oui, protégez vos biens, d'accord, mais nous, quelle garantie quand on vous prête? Oui, mais vous avez toujours des solutions. Donc portez vos cautions, vous, chef d'entreprise. Mais de maîtres autour de moi, vous avez toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Rassurez-nous, s'il vous plaît. Maître Frédéric Pesson, qu'est-ce que la prescription biennale? Alors la prescription biennale, c'est dans le rapport, comme on le disait tout à l'heure, les procédures de saisie immobilière sont essentiellement engagées par des établissements bancaires. Donc c'est un rapport entre le banquier et son emprunteur. Ça se situe dans le droit de la consommation et c'est dans ce type de rapport-là qu'on le rencontre. Alors, petit rappel quand même assez rapide sur ce qu'est qu'un prêt. Un prêt, aujourd'hui, peu de gens sont capables de financer par des fonds propres leur acquisition d'un bien immobilier. Oui, puis l'argent coûte tellement peu cher qu'on a pas... Aujourd'hui, même si on peut, le mieux c'est d'avoir recours au prêt, effectivement. Et lorsqu'un établissement bancaire vous prête une somme d'argent pour financer l'acquisition de votre bien immobilier, elle va prendre sur ce bien une garantie. Et cette garantie prend la forme d'une hypothèque qui est inscrite à la conservation, enfin l'ex-conservation au service de la publicité foncière désormais. Et à partir du moment où vous avez ce contrat de prêt qui vous lie, ce contrat de prêt va vous permettre, il contient une clause qu'on appelle la clause de terme. C'est-à-dire que votre emprunt de 100 000, 200 000 euros qui vous a été consenti pour acheter ce bien, eh bien vous allez pouvoir le rembourser mensuellement par des échéances. Et ces échéances contiennent à la fois le remboursement du capital que vous avez emprunté et une fraction des intérêts. Voilà. Et ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous pouvez avoir des incidents de paiement, ce qu'on appelle un incident de paiement, c'est-à-dire que vous ne remboursez plus régulièrement votre échéance. Et les établissements bancaires qui sont très humains dans la gestion de leurs débiteurs et les services contentieux font preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de compréhension avec les débiteurs, mais ils peuvent user d'une clause qu'il y a également dans votre contrat de prêt, qui est la déchéance du terme. C'est-à-dire qu'ils vont, par une procédure de lettre recommandée qui est décrite dans votre acte de prêt, va vous déchoir du terme, parce que vous n'avez pas payé pendant 5, 6, 8 mois vos échéances. Et d'un coup, par cette déchéance, vous allez devoir la totalité du capital. D'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul, vous allez devoir peut-être 100 000, 150 000. Et c'est là où se place la saisie immobilière, c'est-à-dire qu'elle se fait après une déchéance du terme. Lorsque d'un coup, la somme est importante et que le débiteur ne peut pas, malheureusement, y faire face. Donc voilà. Alors, il s'avère, comme je vous l'indiquais, que les banques sont parfois, et très souvent d'ailleurs, très tolérantes et très patientes avec leurs emprunteurs et qu'elles laissent s'écouler un certain temps. Et le temps qui nous est prévu, c'est celui de 2 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une déchéance du terme, qui se fait par lettre recommandée, la banque a 2 ans pour agir. D'accord, et elle vous laisse quand même 2 ans pour vous retourner. Voilà, donc pendant ces 2 ans... Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que la banque peut revenir sur cette Sur la déchéance du terme? Oui, elles le font très fréquemment. Ouais. Si le débiteur arrive à rembourser les différentes échéances... C'est une stratégie de position, en fait. Voilà, elle cherche une menace. Oui. C'est une menace, c'est un ultime moyen, la saisie immobilière. Ce n'est pas une fin, c'est pas une volonté, c'est vraiment quelque chose de très subsidiaire, c'est un moyen qu'ont les banques de récupérer. Et donc, pour en revenir et juste en terminer sur la prescription biennale, si la banque n'agit pas pendant 2 ans, laisse
laisse cette situation perdurer pendant 2 ans après la déchéance du terme, la créance, on va dire, disparaît, du moins ne peut plus être recouvrée. Mais, petit détail, si jamais le débiteur se met à payer quelques sommes pendant ce délai, s'il fait un courrier dans lequel il reconnaît cette somme, il interrompt la prescription et donc la créance est toujours valable. Finalement, ce que nous retenons de ces rendez-vous que nous avons avec vous, avocat au barreau de Toulon, c'est qu'en fait, il y a des outils à la disposition de tout un chacun pour éviter le drame. Et que en fait, toutes les juridictions, toutes les institutions ne jouent pas contre nous, mais finalement sont avec nous, pour Bien éviter justement des situations catastrophiques. Je vais me tourner vers vous, et ça sera le dernier point que nous allons évoquer, maître Philippe Barbier. C'est l'audience d'adjudication et les conditions pour acheter aux enchères. Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Alors ça, c'est ce qui fait rêver beaucoup de gens, notamment depuis qu'Internet nous est arrivé, parce qu'auparavant, on était un peu entre soi dans les ventes aux enchères. Ouais. Il y avait les marchands de biens. C'était très difficile, effectivement. Voilà, quelques entrepreneurs éclairés, mais les particuliers n'avaient rien vu, ne savaient pas, ne connaissaient pas le mécanisme, etc. Avec Internet, on a d'une part informé ces gens des ventes elles-mêmes, mais aussi de la façon dont ils pouvaient s'y faire représenter pour enchérir. Alors, comment se faire représenter ? Il s'agit de prendre un avocat du barreau du tribunal. C'est l'une des rares procédures qui a échappé à la détériorisation. Oui, mais c'était un peu compliqué. De la postulation. C'est-à-dire qu'il faut un avocat au barreau de Toulon pour enchérir devant la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Toulon. Cet avocat doit être porteur d'un pouvoir pour enchérir, qui lui est fait donc par la personne qui souhaite enchérir, d'un chèque de banque ou d'une caution bancaire de 10% de la mise à prix. Ça peut être important, oui, souvent, et si on ne l'a pas, on peut pas enchérir, parce que tout ça est collecté par l'avocat poursuivant. On peut substituer une caution bancaire à ce chèque de banque. Et un texte récent est venu rajouter une condition. Si vous êtes adjudicataire, vous allez vous approcher, en réalité, votre avocat va s'approcher à la barre du tribunal, et le juge va dire, bon, alors, l'attestation selon laquelle vous n'avez jamais été condamné et vous achetez à titre personnel, elle est où ? Et si elle n'y est pas, c'est la nullité de l'enchère. Donc ce document-là est devenu d'une importance capitale, et on a même vu que son absence ou sa rétention par l'avocat qui avait poussé une enchère et puis qui avait un petit regret. Donc il dissimulait. Pouvait amener à dire, ah ben je ne l'ai pas. Voilà. Oui, quand je vous dis que vous aviez des solutions à tout. Oui, il y a toujours. Elle est secrète, celle-là, il faut pas le dire. Ça y est, c'est trop tard. Merci Maître Barbier pour ce petit conseil. On a fait le tour. Vous aviez autre chose à rajouter? On n'a pas parlé de la distribution du prix, mais je ne sais pas si ça... Je vous en prie. La distribution du prix, c'est-à-dire voilà. Avant la réforme de 2006, on avait ce qu'on appelait le juge aux ordres, qui répartissait les prix des ventes aux enchères au profit des divers créanciers inscrits sur le bien. Syndicat des copropriétaires, banques, etc. Avec 2006, on a dit non, c'est plus le juge qui va répartir, c'est l'avocat. Et donc, nous sommes non seulement avocats poursuivants, mais ensuite séquestre répartiteur par l'effet de ce qui est mentionné dans le cahier des conditions de vente. Et nous organisons nous-mêmes la répartition du prix qui a été consigné. Si tel organisme a le droit, vient en rang utile, etc. Nous notifions à tous les intéressés, en leur laissant un délai de 15 jours de contestation, le projet. S'ils ne contestent pas, nous présentons une requête afin d'homologation au juge de l'exécution. Lorsque vous faites cette répartition, vous la faites selon des chiffres bien précis selon des déclarations de créances qui nous sont adressées par les créanciers, qui ont dû le faire. Alors là, on entre un petit peu dans la complexité. Le faire, bien on perd son rang. Voilà. Oui, tout ça est réglé. Parfait. Eh bien, on a fait le tour de ce dossier. On aura l'occasion d'y revenir régulièrement sur Info 83. La communication est importante. Alors, on le fait sur un ton un peu, on va dire, léger, mais c'est un sujet sérieux, bien évidemment. Et en tout cas, on essaie de vous informer, de vous délivrer des informations, des conseils pour que vous évitiez ces situations-là. Maître Barbier,
Maître Pesson, merci d'avoir répondu à toutes ces Merci à vous. questions. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à questions au singulier au pluriel @info83.fr. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.